Bonjour Arnaud. Bonjour Marie. Ravi de te recevoir à nouveau. Merci beaucoup pour l'invitation. Cette fois-ci pour un thème qui, pour moi personnellement et à mon avis aussi pour toi, représente en fait une des pierres angulaires de l'évitement. Avant de commencer l'émission, j'aimerais aussi demander aux nouveaux auditeurs d'appuyer sur le petit bouton abonner. Le plus on a d'abonnés, le mieux c'est pour notre chaîne. Et ce travail qu'on fait de récolte des sources et des études qui nous prend énormément de temps et prend vraiment beaucoup de notre énergie, et plus on a d'abonnés, plus ça nous soutient dans notre travail. Donc Arnaud, cette émission est extrêmement importante parce que elle va toucher à un point qui est fondamental et central et qui, selon moi, justifie une des raisons pour laquelle le web ou Internet pullule de capsules, d'émissions, en tout cas de débats sur l'évitement, puisque ce profil finalement génère énormément de questionnements, ce qui quelque part aussi prouve qu'il n'est pas facile à comprendre, il n'est pas facile à décrypter. Et donc la question qui nous intéresse donc est de savoir pourquoi est-ce qu'il est si difficile et si compliqué à décrypter. Et une des raisons qu'on a trouvées, en tout cas sur lequel on a quand même beaucoup débattu, toi et moi, et beaucoup discuté, c'est l'idée du paradoxe. Le paradoxe étant en fait deux éléments qui coexistent et qui peuvent aller dans deux directions différentes. Ce qu'on remarque avec d'autres profils, tels que par exemple les pervers narcissiques, c'est qu'il y a un certain alignement entre leur architecture psychologique, les comportements qu'ils déploient, et les objectifs visés. On a la même chose avec les narcissiques. Toutefois, avec les évitants, ce qui est très intéressant, c'est que le point de départ de leur architecture psychologique s'ancre déjà dans une forme de paradoxe. Les comportements ambivalents, paradoxaux, flous qu'ils renvoient aux partenaires sont essentiellement la source de tous ces questionnements. Et donc, le paradoxe se reflète dans leur comportement. Et les objectifs, par définition, sont impactés justement par ce paradoxe, ce qui rend la lecture du profil beaucoup plus complexe que les autres profils. Explique-nous un tout petit peu la genèse de ce paradoxe, et si d'abord tu es d'accord sur l'idée de ce paradoxe comme point de départ de l'architecture psychologique. C'est très intéressant la question du paradoxe, parce qu'en effet, on se retrouve face à une mécompréhension du profil, et en général, on voit ça beaucoup chez les partenaires d'évitants, c'est qu'ils ne savent pas réellement sur quel pied danser, quoi faire. Et effectivement, la réponse comme étant le faire face à ce paradoxe, je trouve ça extrêmement pertinent de commencer par cela. Et alors pour ça, effectivement, il faut revenir un peu à la genèse. On a les travaux de Bowlby, de Mary aussi Ainsworth, qui est une psy, qui a mis en exergue la dimension situationnelle des tests avec les enfants, les bébés, qui allaient de 12 à 18 mois. On les mettait en situation d'insécurité émotionnelle. Par exemple, la maman quittait la pièce, puis revenait dans la pièce, mais aussi l'intrusion de personnes étrangères, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le rapport à la maman. Et donc, je crois que maintenant nos auditeurs ont bien compris, puisqu'on a répété à maintes reprises, que, au fond, pour faire court, lorsque la maman quitte la pièce, le bébé à l'attachement évitant va pas manifester de détresse quelconque, d'un point de vue comportemental. Il se fait que quand elle revient dans la pièce, alors que l'anxieux a manifesté un mécontentement quand elle est partie, et puis un contentement quand elle revient, l'évitant reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire, il n'est pas démonstratif, mais ça va même un peu plus loin que ça. C'est qu'il se retrouve dans une situation de distance aversive, en quelque sorte. Donc, en réalité, il ne marque pas de contentement quand maman revient dans la pièce. Et en plus de ça, il peut avoir un comportement de distance aversive, c'est-à-dire qu'il peut soit émettre des signes comportementaux
qui vont être de répulsion, de la répulsion, ou une non-attention aux signes de maman. C'est-à-dire, maman, par exemple, tend les bras et l'enfant détourne les yeux, ou se détourne des bras tendus de maman. Alors on pourrait imaginer finalement que ça lui fait ni chaud ni froid, mais ils ont pris des marqueurs physiologiques, et notamment ils ont mesuré le cortisol, qui est l'hormone du stress. Qui est l'hormone du stress, et les fréquences cardiaques. Et ils sont aperçus en fait que malgré un comportement qui semblait être neutre, tranquille, en fait, il y avait de la détresse émotionnelle, mais elle n'était pas manifestée. Elle était supprimée. Elle n'était pas manifestée. C'est ça. Donc il la réprime dans une certaine mesure. Il la réprime. Alors, il n'arrive pas à la réprimer, mais il arrive à adopter un comportement qui va ne pas faire ressurgir sa détresse émotionnelle. D'accord. Donc il y a deux choses. Il y a le comportement vis-à-vis de maman. En fait, que tu sois là, que tu sois pas là, ça change rien pour moi. Et puis, il y a le comportement par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire, je lutte pour réfréner cette détresse émotionnelle. Donc il y a deux choses. Il y a le rapport à eux-mêmes et le rapport à la maman. D'accord. Et dans les deux cas, on est face à des comportements, on est face à un comportement qui indique l'inverse de ce qu'ils vivent intérieurement. Sauf que ils essayent de réprimer ces paramètres physiologiques qui sont la détresse émotionnelle pour pouvoir donner extérieurement, apparaître extérieurement comme étant à l'aise. Donc, dès le départ, je ne montre pas ma vulnérabilité. Mais là, on voit déjà qu'il y a une opposition entre ce que je ressens et ce que je montre. C'est important par rapport au paradoxe, déjà. La deuxième chose, c'est que ce comportement peut apparaître déjà comme étant un faux self. Oui, on est face à un faux self. Donc, je ne suis pas celui que je te dis être ou que je te présente. Voilà. Mais en même temps... Donc, décalage entre le vrai self et le faux self qui est en fait l'identité sociale. Oui, sauf que le vrai self ici, c'est le reniement de ce que je ressens. Donc, c'est pas non plus, je ressens un truc fort, je le vis pleinement, je souffre, mais je vais te montrer que non. Non, en fait, je me le cache à moi-même. C'est ça. Donc, je te le cache à toi à l'extérieur, à maman, mais je me le cache à moi-même. Est-ce que on va dire, ce que tu es en train ici de décrire, selon toi, renvoie à l'idée de la blessure, de la honte structurelle ou matricielle de l'évitant, qui est « je ne suis pas digne d'être aimé ». C'est-à-dire, en fait, c'est l'idée que je ne suis pas digne d'amour, donc je suis obligé de créer un faux self pour me protéger. Exactement. Donc, on peut relier ça à ça, à cette dimension-là, puisque, évidemment, au départ, c'est quelque chose qui est pas réellement conscient, puisque c'est une stratégie, c'est un coping. C'est une stratégie pour faire face à la difficulté qu'il ressent par rapport à ce genre de situation où maman disparaît et réapparaît. Donc, c'est pour ne pas montrer de vulnérabilité. Donc, je mets en place une sorte de faux self. Mais le problème, c'est que ça devient un automatisme, puisque c'est un ancrage déjà inconscient. C'est ça. Donc, quand plus tard on me le fait remarquer, bon, j'aime pas trop ça. Il y a quelque chose qui va pas, je le sais, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. On est face à des ancrages, à des automatismes. D'où la difficulté, comment dirais-je, structurelle pour les militants d'accepter qu'on parle profondément de cette question, parce que justement, on risque d'aller là où ils ont voulu éventuellement cacher ce vrai self. C'est-à-dire, en réalité, quand on parle de l'évitement d'une manière très poussée, qu'on commence à remonter à la genèse de l'évitement et qu'on décrypte un tout petit peu tous les mécanismes de fonctionnement, c'est un peu comme si on va à l'encontre de ce qu'il désirerait, qui est finalement qu'on ne voit pas ce vrai self qui, lui, est touché par cette honte structurelle de « je ne suis pas digne d'amour ». Exactement. Mais on peut même dire que par rapport à ça, puisque dès le départ, il y a un refus d'introspecter les émotions aversives, que ça devient une manière de fonctionner. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on parlera de l'introspection
un tout petit peu plus tard, si tu veux, dans l'entrevue, parce qu'elle est très importante. Oui, je t'en prie, vas-y. Non, mais je vais simplement la relier, en fait, à cette dimension où moi-même, je refuse de regarder mes émotions. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les réprime. D'accord. C'est la jeunesse, ça. Donc, du coup, lorsqu'on va chipoter plus tard à mes propres émotions, à ce que je ressens, évidemment que ça me renvoie à cette douleur primale. Le fait qu'il eût fallu que je réfrène, que je réprime ces émotions sans jamais ni les accepter, ni les vivre pleinement, mais uniquement à devoir les réprimer entièrement. C'est ça. Oh, ok, parce qu'on a quand même de nombreuses études, même en imagerie médicale, qui montrent cela. C'est-à-dire que ce sont des gens qui fonctionnent comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont des émotions, et au moment où ces émotions, justement, surviennent, c'est comme si un deuxième mécanisme se met en place pour justement les supprimer, pour les contrôler, pour impérativement les neutraliser. Donc en fait, on n'est pas face à quelqu'un qui... parce que bon, beaucoup de partenaires le décrivent, on a l'impression qu'ils ne nous aiment pas, ils n'ont pas d'émotions, ils s'en fichent. En tout cas, c'est l'image qu'ils renvoient. Mais donc, en relation, ce n'est qu'une répétition de cette scène primale dont tu parles, celle avec la figure d'attachement, qui peut être la mère. Exactement, c'est cette peur en même temps, il y a une croyance sous-jacente finalement à ces premières relations primales, c'est que pour ne pas être déçu, je me prépare. Donc comment dire, comme je ne veux pas être, oui c'est ça, comme je ne veux pas être déçu, je me prépare à la déception. C'est-à-dire que je n'y ferai plus du tout attention. Je réprime mes émotions. Et le but ici, c'est de lutter contre la déception et contre le rejet. D'où le fait, on va dire, toutes les conséquences finalement du paradoxe, parce qu'attention, on a beaucoup parlé des conséquences du paradoxe jusqu'à présent, donc le donner des miettes, le fait de trouver des défauts en permanence chez le partenaire, le fait que la relation en tant que telle n'est pas centrale dans la vie de l'évitant. On a l'air, l'évitant renvoie l'image que la relation pour lui, bon, c'est quelque chose de périphérique et donc que le partenaire n'est pas non plus très important, ou que la relation à proprement parler n'est pas très importante. Cette perception finalement de l'attachement comme une forme de menace existentielle, on en a parlé à plusieurs reprises dans différentes entrevues, tout cela serait finalement les conséquences de ce paradoxe qu'il essaye finalement de traduire dans des comportements. Oui, d'ailleurs, il y a une manifestation, quand il ne montre pas d'intérêt pour la maman qui revient dans la pièce, évidemment que les paramètres physiologiques montrent l'inverse. Donc, c'est bien la preuve que ça lui fait réellement quelque chose, qu'il a des émotions par rapport à ça. Oui. Et qu'il ne veut surtout pas, vivre ces émotions aversives. D'accord. Donc, c'est important de le voir dans ce sens-là comme étant un rejet de cette... finalement d'une réalité humaine, quoi. C'est qu'on peut être triste, qu'on peut être heureux, qu'on peut être voilà, qu'on peut vivre toute une série d'émotions différentes. Il y a ce refus dès le départ de vivre ces émotions-là. Donc je mets une sorte de chape de plomb dessus et on n'en parle plus. Mais tout ça, et ce qui est très étonnant, Arnaud... Ah oui, excuse-moi. Oui, je t'en prie, oui. C'est pour dire, excuse-moi, je voulais en venir à ça, c'est qu'en réalité, il fait apparaître un désintérêt extérieurement, mais il n'est pas désintéressé. C'est pour répondre à ta question. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'il est froid, qu'il s'en fout. Pas du tout. C'est ça. Sauf que lui, il a appris à gérer ça d'une certaine manière. Oui, mais qui est totalement indéchiffrable, on va dire, d'un point de vue logique. Dans le sens où, si une personne désire quelque chose, théoriquement, elle met les choses en place pour l'obtenir. Mais on dirait que chez eux, c'est pas le cas. Justement parce qu'il montre toujours, c'est le faux self. Donc, il montre toujours l'inverse. Mais en même temps, il faut peut-être un peu, pas complexifier, mais rajouter des éléments et de dire que dans l'interaction au partenaire, ce qu'on ne voit pas, c'est que l'évitant passe par une médiation qui passe d'abord par lui-même. Donc,
à travers cette répression des émotions. Et puis seulement il passe vers, son partenaire. Donc, pour lui, déjà, c'est extrêmement compliqué. On pourrait se dire, mais en fait, j'ai l'impression, ce qui revient souvent, hein, il y a un manque de réciprocité, il ne me voit pas, mais c'est parce que d'abord, il médit par rapport à lui-même. Oui, c'est ça. Et seulement après, il passe, au partenaire. Mais ce qui m'étonne particulièrement, et ça t'a étonné également, c'est tout le travail de recherche qu'on a fait dans le monde pour trouver toutes les études qui parlaient de cela, mais il y en a énormément en fait. Oui, tout à fait. Et énormément en imagerie médicale. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu viens de décrire est attesté par de nombreuses études en imagerie médicale. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a plusieurs. C'est-à-dire, pour en citer quelques-unes, l'équipe du professeur de Witt, en 2019, dont je ne vais pas citer le titre en anglais, montre que les évitants traitent les mots liés à l'intimité beaucoup plus lentement. Donc, il y a une forme de dissonance cognitive avec des signaux EEG indiquant un conflit neural. C'est-à-dire, on voit ça à l'imagerie. Le professeur Zhang confirme l'activation limbique, donc émotionnelle chez les évitants. Donc, ils ont des émotions tout à fait normales face aux stimuli d'attachement. Par contre, il y a une inhibition frontale, un contrôle cognitif qui vient directement court-circuiter. Et comme ça, je peux t'en citer au moins 8 ou 9 des études qui ont tout à fait attesté ce que tu viens de décrire, mais qui rend finalement une interaction de type relationnel extrêmement complexe avec ce profil, puisque tu te retrouves dans quelqu'un, avec quelqu'un qui est en permanence, c'est-à-dire dans des espèces de comportements contradictoires, et comme les autres styles d'attachement qui n'ont pas ce problème ont une certaine tendance naturelle à analyser les choses d'une manière linéaire, il est inévitable de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Dans quoi suis-je vraiment? Alors que si tu intègres cette question du paradoxe, cette notion du paradoxe comme point de départ et comme traduction comportementale, bah, tu as une idée beaucoup plus claire du pourquoi la personne, par exemple, te renvoie un froid après un chaud après un froid. Et donc, tous ces paradoxes, tu les comprends beaucoup mieux à partir du moment où tu comprends ce point de départ, n'est-ce pas? Exactement, mais donc c'est parce qu'il y a aussi chaque fois ce chaud et ce froid, c'est cette médiation chaque fois qui passe par lui-même. Ok. Donc c'est important. Et c'est le biais, ça pourrait être un biais cognitif. On a l'impression en fait qu'il s'adresse au partenaire. Partenaire, en tout cas, l'impression qu'on s'adresse à lui, mais il sent quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Mais parce que ça passe d'abord par cette médiation-là, qui est la répression des émotions. Donc, on pourrait encore étayer davantage et de dire que, bon, le bébé n'a pas la parole, mais maintenant, l'évitant étant plus âgé, peut parler. Il se retrouve dans une relation maintenant où on va étayer davantage et rajouter des éléments et dire que maintenant, il parle. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit quand il parle? De quoi parle-t-il? D'accord, mais ça devient très intéressant. Donc, comment l'exprime-t-il? Parce qu'on on a fait une série d'entrevues avec Salah Eddin qu'on n'a même pas encore terminée, justement, sur cette utilisation particulière de certains mots et concepts chez l'évitant qui n'a pas l'air du tout de signifier la même chose dans un langage qui n'est pas évitant. Tu vois, par exemple, toutes ces notions de relations sérieuses, de besoins, n'est pas du tout compris de la même manière. Donc, tu veux dire que c'est lié à ça? Moi, je dis, non, il y a ça, c'est une dimension, effectivement, qui existe. Oui. Mais une fois de plus, ça passe par une médiation qui passe par lui-même, c'est quand même important. Ça veut dire qu'il y a toute une traduction qui passe par des sensations, par des émotions, et je réponds à l'autre en étant passé par cela avant. Donc ça veut dire qu'il y a une dissonance. L'autre, en fait, entend quelque chose, il pense qu'on s'adresse à lui directement, mais ça a été médié par la répression des émotions. C'est ça. Alors ça, c'est une chose. C'est intéressant ce que tu viens de dire là, effectivement, d'où l'incompréhension du partenaire dans ce qui est verbalisé, qui ne correspond pas au réel. Exactement. Mais en plus de ça, maintenant, lorsque je parle au partenaire, je me retrouve dans une situation où je vais parler à partir d'un faux self. D'accord. Mais un faux self qui est changeant. C'est-à-dire que c'est pas le faux self qui est changeant, le faux self il est stable, mais disons que
je parle pas à partir de mes émotions, de mes émotions aversives, de mes peurs, de mes vulnérabilités, mais je parle à partir d'un personnage que j'ai créé. Ce personnage peut m'emmener dans des endroits où, en fait, je suis tout à fait incapable de pouvoir y aller réellement. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a une partie de ce qui va être dit qui peut s'apparenter à quelque chose de fantasmatique, c'est-à-dire l'idéal que j'aimerais atteindre, mais j'ai pas spécialement les moyens de mes prétentions. C'est ça, c'est ce que Saladin décrit comme étant le décalage entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Je te laisse continuer. Exactement, c'est exactement ça. Non, mais c'est très bien que tu appuies avec ça, parce que c'est vraiment ça. Ils aimeraient bien, mais ils n'en sont pas capables. Mais donc, ça retire aussi le côté, la dimension où on essaye parfois de leur allouer un comportement manipulateur. En fait, je pense parler de moi à partir de mon faux self. Mon faux self me rend d'un seul coup capable de faire toute une série de choses qu'en réalité, je ne suis pas capable de faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux malgré moi attirer mon partenaire dans quelque chose de tout à fait délétère. Puisque je l'emmenais là où je ne peux pas aller, tout simplement. Sauf que lui ou elle pense que je peux aller jusque-là. Donc elle va partager à partir de quelque chose que je vais pouvoir lui dire. Mais en réalité, moi je parle de l'horizon que j'aimerais atteindre. Sauf que je le présente comme si c'était la réalité que je pouvais atteindre. C'est ça. Mais est-il conscient de ce décalage entre... Justement, non. Alors là, après, non, il faut être encore un peu plus clair par rapport à ça. Si on revient sur les vidéos qu'on a tournées par rapport au dessin projectif. Oui. C'était l'approche amoureuse de l'évitant, pour ceux qui veulent aller la regarder. Là, effectivement, lorsque l'autre maintenant attend qu'on aille là où il a dit qu'il irait, et ben là, il se restreint, mais là, il y a une prise de conscience. En fait, je ne pourrais pas y aller. C'est ça. Mais parce que l'autre me presse pour y aller. D'accord. Et maintenant, je me rends compte que dans le réel, je ne pourrais pas y aller. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me retire. Donc là, il y a une part de conscience. Mais je suis conscient parce que l'autre m'a poussé jusqu'à mes retranchements, mes derniers retranchements. Mais à ce moment-là, le problème... Oui, c'est-à-dire la dimension pratico-pratique. D'accord. On n'est plus dans la discussion, ni dans la présentation du fantasme ou de l'idéal. On est dans quelque chose de concret. Là, le concret me fait peur et me pousse maintenant à regarder le réel. Et le réel, c'est quoi? Eh bien, c'est que je ressens de la peur, je ressens cette vulnérabilité que je ne veux pas montrer, et en même temps, je me dis, mais je ne pourrais pas aller jusque-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais essayer d'atténuer la chose. Donc là, il y a une partie consciente. Mais à ce moment-là seulement. Parce que, donc, on pourrait parler du concept de conscience fragmentée. Oui, oui. Donc, ils sont conscients partiellement de certaines facettes de leur architecture psychologique. À certains moments. À certains moments, en plus. Et parce qu'ils se trouvent contraints quelque part. C'est ça. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi ne communiquent-ils pas que, éventuellement, cette capacité, il ne l'a pas? Ou en tout cas, on entend rarement, si tu veux, des partenaires qui nous disent, ben, il m'a dit qu'il ne pouvait pas, en fait. Et donc, ça ne veut pas dire qu'aucun d'eux ne le fait, mais pourquoi juste à ce moment-là n'exprime-t-il pas son incapacité? Est-ce que c'est une blessure, encore une fois, de la honte structurelle ou matricielle? On peut lier ça à ça et nous dire aussi, j'ai pas envie de décevoir. Ok, c'est ça, d'accord. Donc il y a une raison derrière cela. Mais c'est là où commencent peut-être tous les malentendus, parce que la plupart des partenaires à ce moment-là se posent de nombreuses questions, ils viennent te consulter, ils vont consulter des coachs, des psychologues, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, au moment où il y a des plaintes ou des comportements de protestation de la part des partenaires, là, ce faux self de l'évitant retourne à chaque fois la situation et blâme le partenaire d'être trop demandeur, d'être lui, finalement, la raison du problème. Explique-nous ça. Oui, donc ça, c'est le côté, j'ai une vision, il se construit avec quand même une dimension idéalisée de lui-même. Ça vient du faux self. Oui, ça vient du faux self.
Et donc, du coup, c'est compliqué de se voir reprocher des choses. Et là, il y a un risque d'effondrement psychique. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire, si tu me dis des choses sur mon faux self, que j'ai pourtant pris du temps à construire dans les relations sociales, dans les relations au travail familial, les relations familiales et tout ça, en fait, je ne peux pas accepter ça. Donc, si je ne peux pas accepter ça, je suis obligé de m'écarter de toi. Et c'est là où il y a le ghosting, la mise à distance. Parce que le ghosting, c'est une manière de dire je ne suis pas en capacité de répondre à tes attentes, mais aussi c'est une manière de ne pas m'expliquer. C'est ça. Je ne suis pas obligé de m'expliquer, et donc à partir de ce moment-là, c'est mieux si il y a une distance entre nous. C'est ça. C'est ça. Je comprends. Ben alors, à ce moment-là, finalement, pourquoi est-ce que le partenaire, ou en tout cas l'évitant, a aussi un déficit de communication sur ces éléments-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait son incapacité de pouvoir prendre en considération le partenaire et pouvoir justement lui exprimer ses difficultés et vouloir les affronter éventuellement à deux? Est-ce que c'est parce qu'il est très autocentré et qu'il cherche à se réguler seul? Alors, il y a évidemment, il a appris à se réguler seul, hein, le fait que déjà, il réprime ses émotions dès son plus jeune âge et montre un comportement inverse, c'est bien qu'il a pris les choses en main. Hein, il a mis en place une stratégie pour pouvoir répondre à cette sensation de rejet ou de déception. Donc, on lui demande plus tard de communiquer là-dessus, mais il n'y a pas à communiquer là-dessus, puisque lui, dès le départ, il a fait le choix de réfréner, de réprimer ses émotions. Donc pourquoi est-ce qu'il va parler de quelque chose qu'il a réfréné, réprimé, alors qu'il veut montrer un faux self? Parler de ce qu'il ressent, c'est aller à l'inverse de sa manière de procéder. Ok, donc on en arrive finalement à l'idée du contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, si le point de départ était un paradoxe, que la traduction du paradoxe est un flou, parce que la question du flou, elle est très importante. C'est souvent quelque chose que les gens décrivent lorsqu'ils sont en relation avec eux. Il y a un flou relationnel, c'est-à-dire on se sent dans quelque chose, ça ressemble à quelque chose, c'est pas vraiment un sex friend, c'est pas vraiment une relation. On n'arrive même pas à nommer finalement pour comprendre en fait finalement où on se situe. Les partenaires ont un mal fou à comprendre dans quoi ils se situent. Est-ce que finalement ce paradoxe qui se traduirait par un flou, tu m'arrêtes si je me trompe, ne serait pas une manière finalement de pérenniser le paradoxe tout au long je dirais de l'interaction avec l'autre? C'est-à-dire que si moi je cherche à maintenir dans une certaine mesure et le lien avec une personne et ma volonté de maintenir cette personne à distance, je n'ai ni intérêt à définir les choses et je n'ai pas intérêt à complètement m'écarter. C'est-à-dire que si je laisse l'autre trop s'approcher, c'est un problème. S'il y a trop d'attachement, en d'autres termes, s'il y a trop d'attachement, c'est un problème. S'il y a trop de distance, il n'y a plus de relation. Et donc le flou deviendrait la stratégie comportementale qui pérennise le paradoxe. Oui, donc en fait, dès le départ, il y a ça aussi, bon, je ne l'ai pas dit, mais dans le rapport à la maman, il y a quand même le fait de maintenir un lien. Ça, c'est important. Donc, malgré le fait que je montre un faux self, je ne coupe pas non plus toute relation. C'est ça. Donc, dans ce flou, c'est à la fois, je maintiens ce lien, donc le but, c'est quand même de maintenir un lien, mais en me protégeant. Et c'est ce que le partenaire ne comprend pas. Puisque, en réalité, le partenaire se met à attendre à ce qu'on lui réponde d'une certaine manière, mais l'évitant, il passe d'abord par lui-même. Et par lui-même, c'est quoi? Je regarde d'abord mes peurs et je veux garder le lien. Oui, mais justement, là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on dit comment fait-il pour aimer sans vouloir s'attacher? Mais oui, mais c'est comme ça qu'il a construit en fait son attachement à sa maman.
Tout à fait, à sa figure d'attachement. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Marrant, parce que dans les années 70, c'est bien les moments qu'on... Oui, c'est ça. On a eu la remarque de... On va pas refaire les expériences. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Donc, ça veut dire que l'idée, globalement, du flou, c'est de pouvoir maintenir deux éléments contradictoires et qui, justement, incarnent ce paradoxe. Mais Arnaud, c'est tout à fait donc normal que les partenaires qui ne sont pas nécessairement non seulement psychologues, qui ne sont pas nécessairement, on va dire, des gens qui ont étudié ces sujets d'une manière exhaustive, se trouvent tous perdus et désemparés face à ces comportements qui sont incompréhensibles si tu la sors de la perspective de l'évitant. Oui. Exactement, tout à fait. C'est ça, hein? Tout à fait, mais donc je vais me répéter ici, mais il y a vraiment cette dimension d'abord de médiation par moi-même, avant que je puisse passer par toi. Oui, c'est-à-dire que ça passe d'abord par eux, et en fait, ils ne réfléchissent pas nécessairement aux conséquences. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Il se dit, mais en fait, elle ne tient pas compte de moi, là. Mon évitant ou mon évitante ne tient pas compte de moi, et ça peut sembler être ça. Parce que la réalité, c'est que d'abord, ils tiennent compte d'eux-mêmes, de ce qu'ils ressentent, de cette souffrance à réprimer, de cette peur, de cette vulnérabilité qu'il faut masquer, de ce comportement que je dois adopter. Donc, il a déjà affaire à toute une série de choses qui lui appartiennent. Donc, en fait, dans une relation avec un évitant, on est au moins trois. Hein. Oui. Je veux dire, voilà, il y a le partenaire, l'évitant, et puis il y a ce qu'il doit gérer avec lui-même. D'accord. Mais toi, en tant que psychologue, clinicien, sexologue, thérapeute de couple surtout, bon, tu as de nombreuses casquettes, tu es un professionnel du domaine. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui vient te voir et qui fait face à ces comportements paradoxaux qui se traduisent par des flous permanents, le chaud, le froid, la distance, mais en même temps un lien, et donc une sorte de relation qui, en fait, en apparence, et en réalité, génère pas mal de problèmes pour les partenaires. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce qu'il faut parler à l'évitant, justement, de ces paradoxes? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est une stratégie que le partenaire doit adopter? Ou qu'est-ce que tu préconises à ces gens qui sont face à ces comportements paradoxaux? Voilà. Alors, en tant que thérapeute et avec toutes les casquettes que tu as. Donc, toute la question, si on parle d'un évitant qui veut, travailler sur lui-même, ça arrive, il y en a. Et donc, pour eux, il n'y a pas de problème pour regarder la dimension expérientielle. Donc, il y a une partie psychoéducative. D'accord. Qui explique en fait tous ces process. Et puis, il y a une dimension qui est beaucoup plus expérientielle. D'accord. On part à partir de leurs propres expériences qu'ils me racontent, et moi, je leur demande comment est-ce qu'ils font pour faire ceci ou cela dans l'expérience, comment est-ce qu'ils ont fait plutôt. Et à partir de là, on peut voir étape par étape ce qui se joue d'abord pour eux. En général, ça, ils peuvent le reconnaître. C'est pas évident, mais ils peuvent le reconnaître. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils envoient comme message à l'extérieur? Et là, il y a beaucoup moins de conscience par rapport à ça. Il y a une absence complète de la manière dont ça peut être compris à l'extérieur. Parce qu'en fait, leur partenaire réel, c'est eux-mêmes. Mais c'est eux-mêmes pour tout ce qu'on a dit avant. C'est intéressant ce que tu dis. On n'avait pas abordé ça sous cet angle-là. Donc le partenaire, finalement, c'est eux-mêmes, et donc quelque part, ils ne prennent pas en considération la manière dont ça va être reçu de l'autre côté. Mais en fait, ils n'ont pas l'espace pour ça. D'accord. Ils n'ont pas l'espace pour ça parce qu'ils doivent gérer tous ces paradoxes. C'est ça, d'accord. C'est très intéressant parce que cette dimension-là, effectivement, on ne l'avait pas explorée sous cet angle-là, d'où l'extrême difficulté pour le partenaire de pouvoir lui parler de ses comportements et qui entraîne très souvent un renfermement sur lui-même. C'est-à-dire qu'il se ferme sur lui-même dès que tu commences à pointer ces paradoxes. Exactement, puisque lui, il est déjà en difficulté par rapport à lui-même. Et de l'autre côté, l'autre attend une réponse. En fait, tu me stresses, quoi. Mais comme tu me stresses, ça va pas bien se passer. Et donc, tu n'es pas le bon partenaire parce que tu me stresses. Oui, ça, c'est le... Non, mais c'est important. Non, mais ça, c'est le côté extrême. Parce que ce qui se passe dans une interaction, c'est que je vais prendre la distance. Oui. Parce qu'en fait, tu me mets chaque fois en situation de stress, alors que toi, tu es là, tu as un prisme classique, relationnel. Il n'y a pas réellement de médiation vis-à-vis de toi-même. Tu passes directement à l'autre.
Mais en fait, l'évitant, ça se passe pas comme ça pour lui. C'est ça? Il est chaque fois, et ça, on revient toujours à la relation primale, hein. Je veux dire, tout est là, hein, en réalité, hein. Je veux dire, dans les expériences déjà premières. Oui, mais j'ai compris, mais ce que tu viens de nous dire ici, ou ce que tu me dis ici, renvoie à une problématique qui, selon moi, touche également les narcissiques, qui est donc que l'évitant va être également dans l'évitement de l'introspection. Donc tu en as parlé un tout petit peu au début de notre entrevue, c'est-à-dire que si à un moment donné tu ne le prends pas tel qu'il est et que tu ne l'aimes pas tel qu'il est, bah, t'es pas le bon partenaire. Mais il n'y a jamais d'interrogation par rapport à toute son architecture psychologique, tout ce qu'il met en œuvre et l'impact que cela peut avoir structurellement sur l'idée même de la relation. C'est-à-dire que c'est l'idée, encore une fois, je me répète, excuse-moi, c'est le problème qu'on a avec justement les narcissiques, c'est-à-dire que le narcissique... Narcissique ou pervers narcissique? Non, le pervers narcissique, moi je le mets encore dans une autre catégorie, le narcissique qui pense toujours qu'il ne trouve pas chaussure à son pied, sans jamais interroger, si tu veux, la forme de son pied. On a le même problème avec l'évitant ici, c'est-à-dire qu'en fait l'évitant se dit, il faut m'aimer tel que je suis, il faut m'accepter tel que je suis, et le bon partenaire est celui qui me prend tel que je suis, qui m'accepte tel que je suis, qui me met aucune pression, et finalement je n'ai pas besoin de me remettre en question par rapport à tous mes comportements, parce que c'est moi. Oui, mais bon, pour le narcissique, il y a encore une autre dimension. Ce que moi, je vois souvent apparaître, et de plus en plus, en fait, je m'en rends compte avec le temps, c'est que il y a beaucoup d'hésitation de la part des partenaires d'évitants à se dire, est-ce que je me retrouve avec quelqu'un qui a un type d'attachement évitant ou avec un pervers narcissique? Oui, ça c'est très intéressant Donc, que tu soulèves. Oui, c'est effectivement. Vas-y. et donc, Vas-y, et je te laisse ça parler, pour ouais. moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je comprends les similitudes qu'on peut avoir, et puis je me rends compte en fait que il y a beaucoup de personnes qui ont eu des expériences avec des pervers narcissiques, qui se retrouvent après avec des évitants, et puis qui se disent, mais j'ai l'impression de me retrouver dans la même chose. Oui. Or, ils sont... Mais il a l'air beaucoup plus gentil et il n'a pas l'air d'avoir des mauvaises intentions. Exactement, c'est ce qui revient très C'est souvent. Et oui. pour moi, il y a comment dire, on a déjà eu l'occasion on en a déjà parlé, mais vraiment, ce qui va montrer la différence entre les deux, c'est que alors, il y a plein de différences, hein. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes profils, mais il y a quelque chose qui s'apparente à un emprisonnement émotionnel. Mm-hmm. Alors, chez le pervers narcissique, avec le pervers narcissique, l'image, ça serait que il vous met dans la cellule de prison et il ferme à clé, Mm-hmm. et on n'en sort pas. Mm-hmm. Et le jour où il ouvre un peu et qu'il laisse ouvert, ben on prend la fuite, quoi. Hein. Le partenaire du pervers narcissique prend la fuite. Et en fait, curieusement, avec l'évitant, il y a aussi cette dimension de sensation d'emprisonnement émotionnel, sauf que l'évitant, en fait, la cellule de la prison est ouverte. Tout à fait. En fait, c'est le partenaire qui va de son plein gré, de son propre gré, directement en prison avec la cellule, la porte ouverte. C'est ça. Et donc, il peut y entrer, il peut y sortir, et l'évitant lui dit, mais en fait, t'es libre de partir si tu veux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout à fait. Mais par contre, le point commun, en tout cas en termes de sensation de partenaires, d'évitants, pour ceux qui sont passés par des pervers narcissiques, c'est cette dimension d'emprisonnement, enfin une sensation d'emprisonnement émotionnel. Ben, Comme c'est-à-dire s'ils ne que... pouvaient pas, en fait, se détacher. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt, enfin, j'ouvre le débat avec toi, est-ce que ce ne serait pas plutôt une propension de la part des anxieux d'essayer à tout prix de se faire aimer par des partenaires émotionnellement indisponibles? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on va chercher des partenaires qui sont émotionnellement pas disponibles, et comme on cherche l'amour à tout prix, bah, celui des gens qui sont disponibles, on n'en veut pas parce qu'il est disponible, mais on va plutôt aller chercher les défis de ceux qui sont indisponibles, donc en l'occurrence les narcissiques, les pervers narcissiques ou les évitants, et je veux impérativement qu'ils m'aiment de force. Et donc, est-ce que ce ne serait pas finalement quelque chose de cet ordre-là également? Oui, ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là, sauf que ça concerne beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Personne. Oui. Le fait que quelqu'un ne soit pas disponible et puis que ça fait que ça nous déclenche pour pouvoir aller vers, c'est un truc plutôt classique dans les relations.
la personne disponible, tout ce qui est disponible, on n'en veut pas trop. Ce qui est un peu plus compliqué, un peu moins disponible, ça devient intéressant. C'est ça. Mais ça concerne voilà, beaucoup de profils différents. Ça ne concerne pas. Voilà. Mais ce qui est important ici, c'est se dire, c'est le lien qui est fait. Parce qu'il y a beaucoup moi, j'en vois en tout cas même en consultation, des gens qui sincèrement se demandent s'ils ne sont pas avec un pervers narcissique, tellement ça leur rappelle en fait cet emprisonnement émotionnel, cet emprisonnement psychique. Et vraiment la différence pour moi, c'est cette métaphore de la prison. Avec un pervers narcissique, la porte est fermée, il vous enferme, il vous menace, il vous fait du chantage, il vous fait plein de choses. Donc on se rend compte qu'on est clairement ce qu'il disait, gentil, méchant, qu'on est avec un vrai méchant. Mais avec les 8 ans, c'est pas du tout le cas. 8 ans, tu dis, écoute, tu es libre de rentrer ici, comme d'en sortir. Ça changera rien pour moi. C'est ça. Mais est-ce que justement cette dimension-là de ça ne changera rien pour moi, c'est le comportement qu'il renvoie, mais qui relève déjà des premières expériences de vie qu'il a avec sa maman. Est-ce que finalement, ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire je m'en fiche que tu sois là ou tu sois pas là, en tout cas qui renvoie cette image, ne va pas aller toucher également au self de l'anxieux qui se trouve dévalorisé ou invalidé, et justement cet attachement qu'il ressent ne serait pas une forme de compensation à tout prix de vouloir réparer ce self qui veut s'attacher au faux self de l'évitant, et on se retrouve dans un jeu de miroir en fait entre les égos et entre les égos finalement des deux partenaires. Quelque chose de cet ordre-là. Oui, quelque chose de cet ordre-là, puisque en même temps... Ce qui pourrait justifier l'obsession parce que c'est très intéressant quand on parle à des dépendants affectifs ou des anxieux sévères, quand ils viennent nous voir, ou en tout cas quand ils viennent te voir ou voir Salahuddin, quelles sont les solutions? Et la seule solution qu'il ne veut pas entendre, c'est la solution qui lui ferait perdre le partenaire. Mais donc quand tu demandes des solutions, en général, tu ouvres les possibilités à tout. C'est-à-dire que quelles sont les solutions pour moi? La solution, c'est qu'à un moment donné, tu vas mettre des limites et tu risques de perdre ton partenaire. Mais ça, il ne veut pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si les anxieux cherchent des solutions, sauf la seule solution, qui est de mettre des limites et éventuellement accepter de perdre. Alors oui, parce que finalement, si on reprend, alors je ne vais pas refaire la genèse de l'anxieux et la maman. Non, tout à fait, tout à fait. Mais disons que il cherche la validation de maman. Il cherche à combler maman. Oui, oui. Il cherche à plaire à maman. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir des comportements des fois excessifs pour attirer l'attention de maman. C'est ça. Etc., etc. Donc, il peut se retrouver très facilement dans un mécanisme de suradaptation. C'est ça. Et cette question de suradaptation, on la retrouve plus tard. Qu'est-ce qu'il attend de son partenaire ou sa partenaire évitante? Il attend une validation. Et le problème, c'est qu'il ne recevra pas cette validation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours aller plus loin dans la suradaptation en vue de retrouver cette validation, ce contentement. Tout à fait, tout à fait. Mais je reviens, si tu veux, à notre discussion qui a pour objet le paradoxe. Donc, on pourrait finalement réellement relier l'ensemble des marqueurs qu'on connaît, si tu veux, et documentés de l'évitement, tels que la recherche du défaut du partenaire, la mise à distance, la froideur, la chaleur, tout cela dans une logique de contrôle. Pourquoi est-ce que je parle de contrôle? C'est parce que pour pouvoir maintenir l'équilibre du paradoxe, l'évitant est quelque part obligé d'être dans un contrôle assez fort, finalement, de tous les éléments contradictoires pour pouvoir lui permettre de les pérenniser. Oui. Et donc ce contrôle devient réellement central pour ce profil, pour justement pouvoir maintenir en vie les éléments contradictoires. Oui. Oui, parce qu'en fait, on pourrait penser qu'il n'a aucun objectif. On parlait de ça en off et tout. C'est ça. Que au fond, chaque profil a un objectif, mais en fait, l'évitant aussi a un objectif. Oui. Mais son objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir garder la distance et de ne pas être envahi. Ça, c'est son objectif dans une relation. Donc, on peut avoir, peu importe le type de relation, une fois que je suis enclenché, moi, ce qui me préoccupe, c'est toujours ce que je vis intérieurement. Je dois lutter contre ça. C'est ça. Parce que l'autre ne comprend pas. L'autre, il se dit, mais en fait, il est en train de me répondre. Non, il ne te répond pas à toi, il répond d'abord à lui-même. Comment est-ce que je vais d'abord gérer cette dimension-là?
Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une lutte presque continuelle. Hein, ça a des conséquences aussi, mais bon, c'est pas le propos, mais ici sur le plan de la santé, parce que réprimer La dissociation. c'est la dissociation, et réprimer constamment ses émotions, c'est constituer un stress, une chronification du stress. Hein, donc là, j'invite les auditeurs, si ça les intéresse, à aller voir les mécanismes de chronification du stress, et qui ont quand même des impacts sur le plan de la Terrible. santé. Oui. Comment on dit, on va faire une émission là-dessus. Oui, surtout sur les évitants. Mais c'est très intéressant parce que donc cette dissociation dont tu parles entraîne toute une série de conséquences sur leur santé. Mais selon toi, Arnaud, est-ce que finalement un évitant qui n'accepte pas de changer, parce qu'on a toujours le même problème, c'est-à-dire que si ils te disent, bon, tout dépend de la sévérité de l'évitement aussi, hein, donc un évitant léger n'est pas un sévère dédaigneux qui est beaucoup plus loin dans son évitement. Mais à partir du moment où un évitant n'accepte pas justement de faire un travail sur lui, comme l'anxieux devrait faire un travail sur lui s'il est dépendant affectif, est-ce qu'il est finalement possible de vivre avec ces paradoxes en tant que partenaire? C'est-à-dire que si toi tu es partenaire et que tu vois que tu es face à des comportements totalement paradoxaux qui ont l'air d'aller dans des sens contradictoires et quelque part finalement saboter l'idée même de la relation. D'ailleurs, le sabotage est une des caractéristiques de l'évitement. C'est-à-dire, voilà, tu mets en place une relation, tu es face à un partenaire qui éventuellement cherche une relation, aime, mais cela te fait tellement peur que tu vas créer de la distance, et en créant la distance, dans une certaine mesure, tu vas saboter les piliers même de la possibilité pour cette relation de se pérenniser. Est-ce qu'il est possible de vivre en tant que partenaire d'évitant avec ces paradoxes? Si on est dans des relations superficielles. Ok. C'est ça. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans des relations moins engagées, c'est possible. Moins engagées ou moins de profondeur. Il y a tout simplement, je veux dire, dans les relations de couple, il y a à boire et à manger. Il y a des couples qui fonctionnent d'une manière très très superficielle, qui n'est pas réellement de besoin plus profond que ça. Alors peut-être d'un point de vue émotionnel, effectivement, là il y a quand même quelque chose. Mais sur le plan de l'interrogation, d'essayer de comprendre l'autre. En fait, l'évitant, une fois qu'il a la sensation qu'il est intrusé, c'est-à-dire... Catastrophe, et même son corps réagit. Oui, mais le partenaire essaye simplement de le comprendre davantage, mieux, pour pouvoir accorder nos violons. C'est ça. Mais pour l'évitant, c'est vraiment très très compliqué. C'est-à-dire que il peut arriver un moment, si on est trop insistant, donc c'est pour ça que je parle de profondeur, parce que quand on essaie de comprendre qui est l'autre, essayer de pourquoi est-ce qu'il fait ceci, comment est-ce qu'il le fait... Ce qui est normal en relation, Arnaud. Alors c'est normal, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui restent toujours à un niveau très superficiel. C'est ça, d'accord. Mais pour ceux qui sont un peu plus, on va dire, profonds, évidemment que pour l'évitant, c'est très compliqué. Il vous voit directement comme un ennemi parce que lui-même n'a plus accès en fait à cette dimension qui est devenue en fait, qui sont des automatismes. On lui demande d'aller fouiller dans quelque chose, dans un appareil émotionnel qui a été figé à un moment donné. Figé, pourquoi je dis figé? C'est pas gratuit. Figé parce que on a réprimé nos émotions. On n'a jamais voulu les regarder, ni les entendre, ni les vivre. Donc, celui qui va chipoter là-dedans, en fait, il devient mon ennemi parce qu'il me fait du mal. Il me fait du mal, pas simplement psychologiquement, physiquement. C'est intéressant, oui. Oui, c'est très très intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que finalement, si l'évitant veut avoir la chance, en tout cas les évitants, encore une fois, qui sont déjà avancés dans leur évitement, donc un évitant classique ou un évitant sévère dédaigneux, bon, les évitants craintifs, il y a encore des grades, des niveaux. Quand on parle d'évitement, il faut vraiment comprendre que on parle d'un continuum. Et qu'il y a des niveaux dans l'évitement. Hein. Donc un évitant sévère dédaigneux top niveau, c'est pas un évitant craintif bas niveau. Mais si un évitant, dans son sens large du terme, veut véritablement vivre une relation profonde et basée sur la réciprocité, il est malheureusement un peu condamné à faire un travail sur lui. Oui, mais il ne voudra pas la vivre, justement. Donc en apparence, il peut montrer un intérêt pour ça, mais là c'est son faux self qui parle. Et donc on est potentiellement dans
dans l'approche amoureuse de l'évitant, c'est-à-dire le dessin projectif. Il peut avoir là un faux self, hein, puisque j'invite les auditeurs à aller regarder, mais il vous emmène sur un plan qui est le vôtre, en feignant, comment dire, pouvoir y aller aussi. Mais là, on comprend que quand je dis feigner, c'est pas une arnaque au départ. C'est vraiment, c'est mon horizon, c'est mon idéal. C'est ça. Et en plus, il a aussi quelque part ici la volonté et l'intention. C'est pas qu'il l'a pas du tout. C'est pas en fait quelqu'un qui vient te mentir. Voilà, il a l'intention. Exactement. On les entend souvent justement dire c'est très difficile pour eux. C'est-à-dire que le moindre effort, le moindre pas qu'ils doivent accomplir a l'air d'être une sorte de montagne à surmonter. Comment tu expliques ça? Ce qui rend évidemment, bien sûr, toute thérapie extrêmement compliquée. C'est-à-dire que toute remise en question et tout ajustement structurel de quelque chose semble extrêmement lourd et extrêmement menaçant. Est-ce que c'est dû à ce faux self? Non, c'est pas dû au faux self, ça c'est encore autre chose. C'est ce qu'on a dit encore avant. C'est toutes les difficultés qui sont liées à cette ambivalence, à la relation qu'ils ont à eux-mêmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils doivent se contenir, comment est-ce qu'ils doivent supprimer ces émotions aversives. C'est ça, c'est ça. Mais donc, quand à un moment donné, le partenaire se trouve face à l'évitant non activé, parce que souvent, la plupart des partenaires essayent à chaque fois de se remémorer cette phase où ils étaient avec un évitant pas activé. Et c'est justement, tu sais, quand tu parles par exemple de dissociation, il y a des moments où ils sont alignés. Et quand ils sont alignés, en général, les partenaires ressentent que je suis face à quelqu'un avec qui quelque chose est possible. À chaque fois que la dissociation se met en place, l'activation du système d'attachement évitant se met en place, il y a un éloignement qui se produit. Et donc, est-ce que les partenaires ne se retrouvent pas toujours finalement à la recherche de cet évitant non activé qu'ils ont connu au départ de la relation, cette phase de lune de miel? Oui, donc là, effectivement, on est face à l'évitant avec son faux self, qui est d'une certaine manière désinhibé. Hein. Oui. Et plus tard, on se retrouve avec l'évitant dans sa forme plus ambivalente. Okay. C'est-à-dire où il est beaucoup plus au contact avec sa vulnérabilité, avec ses difficultés liées au fait qu'il soit toujours obligé de cantonner ses émotions, de les supprimer, de mettre chaque fois en exergue un faux self qui est de plus en plus compliqué à tenir, hein, le personnage. C'est ça. Et il est de plus en plus difficile à tenir pour la raison simple, c'est que le partenaire va toujours le pousser un peu plus dans ses retranchements, malgré lui. C'est ça, c'est inévitable, on va dire. C'est inévitable dans une relation, en fait, qui se construit et qui prend de la densité. Est-ce que ça justifierait, Arnaud, selon toi, d'après les études qu'on a pu voir et analyser, un taux de divorce extrêmement élevé parmi les styles d'attachement évitants? C'est-à-dire qu'ils ont un score beaucoup plus élevé en termes de divorce. Alors bon, on sait qu'on vit dans des sociétés où en général le taux de divorce monte, mais chez eux, dans leur style d'attachement, c'est très documenté. Ils ont un taux de divorce plus élevé, et même significativement plus élevé que les partenaires. Est-ce que c'est dû, à un moment donné, aux frustrations, justement à cette pression qui vient finalement du partenaire qui n'arrive plus à gérer ces paradoxes, ou alors est-ce dû à autre chose? Déjà dans la société moderne, ou post-moderne plutôt, le couple renvoie à l'ici et maintenant sur le plan philosophique. On en a parlé dans notre entrevue que je demande à beaucoup de nos auditeurs d'aller, je demande à nos auditeurs d'aller la visionner, même si elle n'a pas été très populaire parce qu'elle est très conceptuelle, mais elle est fondamentale et très importante. Oui, donc ça renvoie à l'ici et maintenant, c'est-à-dire ça renvoie évidemment à l'inverse, ça ne renvoie pas à une vie après la mort. C'est ça, oui. Tu l'avais bien expliqué dans l'entrevue, oui. Donc du coup, évidemment que je me marie que pour le meilleur, donc jamais pour le pire, hein, dans la société postmoderne. Donc une fois que les conditions objectives et subjectives ne sont plus remplies pour pouvoir me réaliser, pour pouvoir
évoluer, on va dire, sur le plan de la réalisation de soi, etc., ben, on met fin assez rapidement à la relation. Pour se retrouver toujours avec le meilleur, c'est-à-dire une union qui me ferait miroiter le meilleur. Mais est-ce que chez l'évitant, ce meilleur, c'est le fait d'avoir un partenaire qui ne l'active jamais, qui finalement le laisse et l'aime tel qu'il est, même si la relation est unidirectionnelle? Ben oui, mais c'est ça que ça veut dire le meilleur pour l'évitant? Mais donc ça veut dire que l'évitant, dans ce cadre-là postmoderne, évidemment, serait plus enclin à multiplier des relations où il chercherait la compatibilité, par exemple, en se disant, bon, ben, il n'y a plus de raison dans une société postmoderne de rester avec pour le pire, en quelque sorte. Hein, quelque chose qui ne me convient pas. Ce que pourrait faire l'évitant pendant les sociétés plus traditionnelles. Dans les sociétés postmodernes, il aura tendance à suivre le flux de la majorité, c'est-à-dire, on peut imaginer ça. Donc, oui. Je sais que tu as trouvé pas mal d'études sur les divorces. Oui, bien sûr, oui. Mais on peut imaginer que ça soit quelque chose de cet ordre-là. C'est ça. Ben, écoute Arnaud, c'était une entrevue qui était pour moi fondamentale parce que le paradoxe est une sorte de clé principale de compréhension qui ouvre d'autres portes plus petites qu'on a déjà abordées, mais voilà, on va maintenant commencer à aborder les clés principales. Et pour moi, la notion du paradoxe est une de ces clés principales pour pouvoir comprendre finalement toute l'architecture psychologique de l'évitant. Et on se retrouvera très probablement pour aborder une autre de ces questions ou une autre clé fondamentale. Oui, tout à fait, Mali, je suis tout à fait d'accord avec le sujet très pertinent, en effet, et ça, j'espère que ça permettra en tout cas à une majorité à la fois d'évitants et de partenaires d'évitants de mieux comprendre les enjeux de ces interactions. D'accord. Merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie. Et à très bientôt. Merci à toi.